Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job en direct chaque jour du lundi au vendredi, l'émission RH, emploi, tous les sujets, actualité et décryptage. On fait le point bien dans son job sur l'alternance. C'est une filière qui a le vent en poupe. On va en parler avec notre invité dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, l'humain au cœur de l'entreprise. C'est bon évidemment pour le collaborateur, c'est bon pour la performance de l'entreprise. On en parlera avec les invités de Welcome to the Jungle. Et puis dans le cercle RH, on revient sur un serpent de mer. Doit-on relocaliser notre industrie ici en France? C'est une volonté du président de la République. Est-ce possible? On fera le point avec mes invités. Et puis fenêtre sur l'emploi, la rencontre de femmes. Elles ont entre 25 et 35 ans et cherchent bien un job. Elles sont accompagnées. On en parlera dans quelques instants avec notre invité à la fin de Smart Job. Mais d'abord le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, c'est évidemment le plan de relance qui occupe l'actualité aujourd'hui et déjà une annonce de Jean Castex au micro de RTL. Le plan créera 160 000 emplois en 2021. Un objectif clair mais aussi revu à la baisse car le gouvernement annonçait jusque-là attendre plutôt 200 000 emplois. Pour rappel, le plan de relance c'est 100 milliards d'euros et 70 mesures. Il est prévu que le budget soit distribué dans 3 grandes directions. 30 milliards d'euros pour la transition énergétique, 35 milliards d'euros pour la compétitivité des entreprises et la relocalisation industrielle. Enfin, 35 milliards des dépenses auront trait aux compétences et à la solidarité, ce qui englobe à la fois le plan jeune, le chômage partiel et le Ségur de la santé. Le plan de relance, toujours pour concrétiser l'application de ces mesures, Bercy veut accélérer le déboursement des crédits. L'objectif, que 30% des 100 milliards promis soient engagés en 2021. Les projets déjà lancés seront donc privilégiés. Pour y parvenir, le budget du plan de relance fera l'objet d'une mission spécifique en dehors des crédits ministériels habituels. Une mission confiée à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Le gouvernement espère donc pouvoir dépenser environ 30 milliards en 2021. Le reste sera décaissé d'ici à 2024. Enfin, sur un autre sujet, les discussions qui rassemblent le patronat et les syndicats continue et le diagnostic sur le télétravail prend forme. Un diagnostic entamé dès le mois de juin. Hier, en visioconférence, le patronat a présenté aux syndicats un premier texte de synthèse. Au programme, 3 grands chapitres. Les enjeux sociaux, économiques et environnementaux d'abord au niveau macro. Viennent ensuite les enjeux organisationnels au niveau de l'entreprise. Et enfin, les enjeux managériaux et RH au niveau opérationnel. Si le diagnostic avance, le nœud du problème reste le même. Le patronat s'oppose à une négociation en bonne et due forme réclamée par les syndicats. Mais selon plusieurs sources syndicales, la porte ne serait plus totalement fermée à une telle négociation. Prochain rendez-vous donc prévu le 11 septembre prochain. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités. Première rubrique de notre émission Smart Job, bien dans son job. On parle de l'alternance. Bah oui, quand on fait une alternance, souvent, on est bien dans son job et on trouve un job. Avec moi, David Izoard. Bonjour David. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur des relations entreprises à l'ISCODE, l'Institut supérieur des compétences de demain. Vous balayez un spectre très large à l'ISCODE. C'est le marketing, la communication, le management, le développement commercial, les relations clients et les ressources humaines. On va parler de l'ISCODE, on va parler de ce sondage YouGov parce qu'on voit que l'alternance marche bien. Mais vous êtes un acteur de ce secteur. Le gouvernement a mis le paquet dans le plan jeune. C'est suffisant ou pas ce plan jeune? Alors ce plan jeune a permis de redémarrer après une période vraiment de gel des embauches de l'apprentissage que l'on a tous subi en fait jusqu'au mois de juin, et ça a vraiment contribué à dégeler ce marché. Nous nous sommes fait le relais justement de cette annonce et puis de la mise en place justement de l'aide. C'est des aides concrètes, directes. Ce sont des aides concrètes, donc pour les entreprises de moins de 250 salariés, 8 000 € sans condition, au-delà de 250 salariés à certaines conditions, notamment liées au nombre d'apprentis, mais elles sont vraiment encouragées et on a un marché qui vraiment est très dynamique avec des entreprises qui avaient déjà l'habitude de l'alternance, donc qui ont pour la plupart redémarré leur recrutement, et d'autres qui ont découvert
à travers ce plan de relance. Qui avait une possibilité. C'est ça, qui avait une possibilité de recruter des jeunes sous certaines conditions, en étant aidés à la fois sur les salaires et sur la formation. Avant de voir le sondage YouGov, ISCODE YouGov, un mot quand même sur l'état des lieux. Là, vous êtes évidemment à la tête d'une structure qui a des alternants. Ça marche, il y a 700 000 jeunes sur le marché. Est-ce qu'ils ont, là, vos alternants, au moment où on se parle, trouvé une entreprise? Parce que le deal, c'est je vais à l'école, mais il faut que j'ai évidemment une entreprise. Alors, c'est amusant que vous parliez de ce deal, parce que c'est notre deal à l'ISCODE, c'est justement des études qui démarrent avec l'entreprise. Nous avons donc une formation en digital learning qui nous permet d'avoir des rentrées tout au long de l'année. Donc, au mois de septembre, démarreront les élèves qui ont à la fois le programme et l'entreprise. Nous les accompagnons un peu comme un cabinet de recrutement. Donc, pour répondre à votre question, on est très clairement sur une dynamique importante. Positive. Très positive. Très positive. Les ETI et les PME ont vraiment attaqué ce marché suite à l'annonce de l'aide, dont on parlait tout à l'heure. Et les grands groupes, donc certains grands chefs d'entreprise. On signe une tribune, d'ailleurs. Veolia, il y a plein de... C'est très bien, c'est très encourageant. On a parmi eux certains partenaires, donc je confirme qu'ils sont en train de recruter. Mais on a, je pense, élargi le scope en termes d'entreprise, et ça aura probablement un effet bénéfique sur le long terme, parce que c'est vrai que là on est sur une opération de rattrapage, mais à partir du moment où ça crée une dynamique. On goûte à l'alternance, à l'apprentissage, logiquement on le voit, nous, il y a une récurrence. Déjà, il y a une pré-embauche souvent, et ça, c'est important pour nos jeunes, parce que je pense que l'idée, c'est en effet de les faire venir dans l'entreprise et de les recruter à l'avenir. Ça crée de la confiance, oui. Ça crée de la confiance, ça crée de l'emploi, et ça aide les entreprises à avoir des compétences vraiment au goût du jour sur tout ce qui est digital, notamment, ce qui est également notre cœur de cible. David Isoard, il y a ce sondage ISCODE YouGov qui est intéressant. Il y a 67% de ceux que vous avez interrogés qui envisagent de recruter des alternants d'ici les 6 prochains mois. C'est ce que vous venez de dire. Et puis, 44% des dirigeants, eux, estiment que le Covid n'a pas eu d'impact. Ça, c'est intéressant comme réponse. Alors, il y a eu une sorte de crise d'angoisse des Français, des médias qui ont dit « c'est apocalyptique ». Il y a presque la moitié, mais pas loin, qui disent « non, moi, j'ai pas vu de conséquences ». Et ça, sur le terrain, on l'a mesuré, et c'était assez étonnant, des secteurs d'activité pourtant équivalents, avec lesquels on discutait sur leur plan de recrutement d'apprentis. Certains avaient vraiment tout gelé. Il n'était quasiment plus question de parler d'apprentissage au mois de mai avec eux, et d'autres, au contraire, anticipaient en avance de phase, justement, avec, et des arguments très intéressants, le fait de ne pas perdre cette chance de recruter ces apprentis, parce qu'ils savent très bien que c'est du pré-recrutement, et que la crise du Covid passera, d'une manière ou d'une autre. Ils sont déjà projetés à l'après. Et ils se sont mis dans une situation où ils se sont dit, il ne faut surtout pas, justement, stopper. Donc là, ce sont ces 44%. On avait quand même les 2/3, quasiment, qui étaient dans une phase d'hésitation, exactement, et le plan de relance, le pied sur le frein. Et là, la relance, elle est repartie. Là, c'est ce matin, donc j'imagine qu'ils sont devant leur poste de télévision ou devant Twitter pour savoir, parce qu'ils sont suspendus à ce plan de relance, c'est bien ça. Donc là, maintenant, ils ont toutes les informations. On a cette fameuse loi de finances qui a entériné l'aide à l'apprentissage. On a les modalités, d'ailleurs, maintenant. Oui, c'était un peu flou au départ. Le salaire de la première année, donc de l'année 2020-2021, va être couvert quasiment à 100% ça par coûte quasiment rien au chef d'entreprise. Et sur la partie frais de scolarité, on a déjà le système avec les opérateurs de compétences, les OPCO, qui financent quasiment tout le temps à 100% l'apprentissage. Donc effectivement, l'apprentissage, c'est bon. Puis on ne l'a pas dit, c'est bon aussi parce que ça fait des collaborateurs mieux formés, non? On apprend concrètement, puis on étudie. On est à 80% du temps dans l'entreprise, 20% du temps en enseignement, et on a cet échange. Nous, on pousse vraiment l'expérience justement en entreprise comme l'expérience humaine également. C'est là qu'on va travailler en effet ses savoir-être et ses savoir-faire, ses compétences, ses savoirs tout court. Donc c'est un bon mix. Dans ce sondage, c'est très intéressant. 45% de ceux qui ont été interrogés déclarent avoir recruté des alternants sur les 3 dernières années. Donc vous le disiez, il y a les tout nouveaux qui entrent, puis il y a des habitués de l'alternance parce qu'ils trouvent que c'est une formule qui marche bien. Et parmi ces 45%, ce chiffre est vraiment intéressant. 81% disent avoir été embauchés ou avoir embauché l'alternant. Ça débouche souvent par un emploi, l'alternance, parce qu'on s'est habitué, parce qu'on a fait connaissance, parce qu'on a accompagné ce jeune et on se dit après tout, on va maintenant continuer l'aventure. Il y a une logique de pré-recrutement, pas dans 100% des cas. Il y a aussi des entreprises avec un beau nom, une belle aventure à faire vivre à un apprenti pendant 1 ou 2 ans, donc qui jouent ce jeu plutôt du renouvellement, qui en recrute également. Je ne connais pas une entreprise qui ne transforme pas certains apprentis en contrat classique. Et puis il y en a d'autres qui ont vraiment, dans des secteurs justement très concurrentiels, tout misé sur l'apprentissage, comme
processus de pré-recrutement. J'ai envie de dire que c'est une formalité du passé du statut d'apprenti à celui de salarié classique. Je ne veux pas dévaloriser la formation, mais une forme de stage, mais très concret, parce que souvent c'était le stage, 6 mois de stage. Oui, c'est intéressant que vous posiez cette question par rapport au stage. On a un salarié avant tout, et oui, donc il y a un autre niveau de responsabilité. On a ce lien apprenti-maître d'apprentissage, donc un binôme qui se forme dans l'entreprise. On parle souvent dans l'entreprise d'ailleurs des deux. C'est souvent donc, le directeur marketing avec son apprenti, etc. Qui le suit très près. C'est beaucoup plus visible qu'un stagiaire dans une entreprise. Ouais. Concrètement, les jeunes qui poussent la porte de l'ISCODE, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que ce n'est pas une formation classique. Non. Ils vont passer plus de temps dans l'entreprise que dans les études. Ouais. Ils vous disent, moi, les études, toute la journée, ça me bassine un peu. En fait, cette génération, elle est une partie, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous attirons en effet des profils qui veulent avant tout miser sur leur expérience en entreprise, qui ont besoin d'atteindre un niveau d'études, et on est là pour leur donner, et qui sont aussi friands de ce mode d'enseignement. Donc à l'ISCODE, vous avez compris, le digital learning. Ils vont avoir des journées dans le mois qui vont être destinées à leur formation, et ils vont procéder donc via le digital learning. Leur outil d'aujourd'hui, ils sont quand même des digital natives. Vous avez accéléré quand même sur le digital learning, parce que là, avec le Covid, on a vu le télétravail. Vous vous êtes dit, il faut accélérer. Alors, nous, c'était dans notre ADN. Ce qui a accéléré, c'est la demande. D'une manière générale, à la fois la demande des élèves et la demande des entreprises. Oui, pour des raisons pratiques, j'imagine. On peut être à Tourcoing et pouvoir suivre les cours de l'ISCODE. Les entreprises peuvent être partout en France. On a quand même une proximité, ça c'est important de le dire, des apprentis et des entreprises. Mais avec notre positionnement, nous sommes capables de répondre à la fois à des besoins d'entreprises à Paris, comme dans toute la France. Merci David Isoard d'être venu sur le plateau de Smart Job. Vous êtes le directeur des relations entreprises à l'ISCODE, qui est l'Institut supérieur des compétences de demain. Et vous l'aurez compris, eh bien, ça se passe plutôt pas mal pour l'alternance. On va suivre ces chiffres, évidemment, à la fois dans le journal de Cécilia et puis ici sur ce plateau. Tout de suite, Working Progress, c'est la suite de notre émission, à la rencontre des invités, les invités de Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, c'est notre rendez-vous à la rencontre d'invités. Alors on parle beaucoup de l'humain sur ce plateau, dans cette rubrique de la place de l'homme dans l'entreprise, et on en parle avec Marie Rebérol. Bonjour Marie, vous y tenez beaucoup, vous n'êtes pas psychologue, on a parfois les psychologues, vous êtes anthropologue, c'est très important et vous nous expliquerez ce qu'est ce métier, et fondatrice de Carré Pluriel. Vous ne parlez pas du bien-être. Vous parlez de la santé ou de la condition physiologique du salarié. C'est quoi la différence? Parce que sur ce plateau, on a beaucoup d'invités qui parlent du bien-être au travail. Vous ne prenez pas ce chemin-là. Pourquoi? Je ne parle ni véritablement de bien-être, ni d'équilibre physiologique. En revanche, je trouve intéressant d'analyser ce type de discours et ce type de pratique. Et la différence la plus flagrante entre parler de bien-être et parler d'équilibre physiologique, c'est que le bien-être, ça relève du registre du sentiment. Je me sens bien, pas bien. Subjectif, en quelque sorte. Et l'équilibre physiologique, ça relève du registre médical, très précisément, de pratiques des infirmières. Depuis des décennies, on parle critères concrets. Voilà, on parle d'équilibre physiologique. Le principe étant de dire que un être humain est un organisme vivant, donc sujet à des variations, et dans un environnement qui lui-même peut être agressif. En particulier quand on est à l'hôpital. Bien sûr. On a souvent une maladie. C'est intéressant d'avoir un anthropologue sur un plateau d'une émission RH Emploi. Comment se fait la rencontre entre un anthropologue et l'univers de l'entreprise ? Comment ça marche? Comment ça se passe? En ce qui concerne mon parcours, moi j'ai un parcours classique en entreprise, et puis en cours de route, j'ai eu envie d'avoir une réflexion et une analyse de mes propres pratiques professionnelles, et j'ai donc pris la décision de faire une thèse en anthropologie. C'est l'inverse, vous n'étiez pas anthropologue vers l'entreprise, c'est d'abord l'entreprise, et ensuite vous allez vers l'anthropologie. Et ce qui m'a intéressé dans l'anthropologie, c'est la dimension terrain, observation participante. C'est-à-dire que moi j'avais envie de faire une thèse à partir de mon expérience concrète en entreprise. Donc vous allez sur place et vous observez j'ai toujours été en poste.
Et parallèlement, j'ai fait ma thèse, Ouais. par exemple. Vous êtes déjà anthropologue avant d'avoir passé la thèse, en quelque sorte. Vous étiez dans l'observation. En tout cas, Vous regardiez de loin. En tout cas, j'étais dans une double position quand j'ai fait ma thèse, puisque j'étais à la fois cadre sup dans une entreprise, participant au conseil de direction, manageant des équipes, etc. Et puis parfois, Et pas en de même côté. temps, voilà. Et en même temps, je faisais ma thèse. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé empiriquement à me rendre compte que l'anthropologie pouvait être intéressante dans l'entreprise, c'est parce que j'étais en coaching et que je me rendais compte que cette capacité à faire le pas de côté, c'est hyper important quand on est dirigeant ou manager. Ça aide à quoi d'ailleurs? Ça aide à regarder le sujet d'une autre manière, de changer d'angle? Oui, bien sûr. D'abord, ça aide à se débarrasser de tous les a priori, préjugés. Mon équipe est comme ci, comme ça. De toute façon, dans cette entreprise, il faut faire comme ci, comme ça, Oui. etc. Donc, on fait un pas de côté, c'est-à-dire on prend le temps de réfléchir. Et puis surtout, on prend le temps de vraiment observer ce qui se passe dans la réalité. Anthropologue maintenant, donc vous n'êtes plus dans l'observation empirique, mais vous en faites une activité. Quel conseil vous donnez aux salariés pour, j'allais dire, prendre soin d'eux, pour être bien au travail? Ce que je leur dis, c'est qu'ils doivent toujours prendre en compte plusieurs dimensions. Je parle dans le monde du travail, et particulièrement de l'entreprise. Il est important de prendre en compte plusieurs paramètres. Alors, si je prends le point de vue du salarié, il faut qu'il prenne en compte son métier, ses caractéristiques. Parce que si vous êtes ingénieur ou si vous êtes manutentionnaire dans un entrepôt, c'est pas pareil. Donc il faut prendre physiquement, physiologiquement, psychologiquement, socialement et également. Donc il faut prendre en compte les caractéristiques de son métier. Il faut prendre en compte les caractéristiques de son entreprise. Parce que si vous travaillez chez Amazon en tant que manutentionnaire ou dans une PME, c'est pas pareil. Donc les caractéristiques de votre entreprise aussi. Il faut prendre en compte l'organisation du travail. Et puis, il faut prendre en compte ses propres représentations qu'on a de son métier, de pourquoi on le fait. Le sens, là, on rentre dans le sens. Tout à fait, la question du sens. Et du coup, il faut combiner tout ça pour voir si, par rapport à tous ces éléments-là, des éléments objectifs tels que mon métier, l'entreprise dans laquelle je travaille, etc., et des éléments plus subjectifs, c'est-à-dire comment je me représente mon métier, est-ce que pour moi c'est important qu'il soit utile ou pas. Ou comment on le regarde, ce métier de l'extérieur, d'ailleurs. C'est important. Et exactement aussi comment les autres perçoivent mon métier. Et de prendre en compte tous ces éléments-là pour voir si il y a bien une cohérence ou s'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Vous sentez, là je parle à l'anthropologue, une inflexion, une évolution des entreprises sur ces sujets. On l'a lu, le télétravail améliore la performance, les salariés ont mieux travaillé et les managers se sont aperçus en fait que tout se passait bien. Est-ce que vous sentez que l'entreprise est en train de muter, d'évoluer sur ces sujets? Alors, sur le sujet du bien-être qu'il est physiologique ou sur le sujet du télétravail? Les deux, mon capitaine. À la fois le télétravail, j'ai le sentiment qu'il a accéléré finalement une prise de conscience de l'entreprise sur faire attention à ses collaborateurs, faire attention à l'état de santé des collaborateurs. Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire, quand même, la préoccupation du bien-être, c'est une préoccupation qui n'est pas récente. Je crois que si vous avez des salariés qui sont malades et déprimés... C'est pas bon pour l'entreprise, on est d'accord? Non, c'est compliqué. Ouais. Sans Covid. Sans Covid, oui, on est d'accord. Oui, c'est quand même compliqué. Donc, vous avez intérêt à avoir des salariés qui sont plutôt contents de travailler. Mais là, vous, d'un dernier mot, le télétravail a modifié votre approche d'anthropologue, parce que ça a modifié aussi le rapport au travail. Alors, ce qui est intéressant d'observer, alors là, si on se centre vraiment sur le télétravail lié au confinement, ce qui est intéressant d'observer, c'est que il y a eu des réflexes classiques. Et parmi les grands flops du télétravail en confinement, il y a eu les apéros Zoom ou la multiplication des visios. Mais alors là, c'était... Épuisante. Et c'était vraiment la caricature de l'entreprise française, c'est-à-dire que à la fois on essaie de mettre sous contrôle et il faut absolument que les gens se voient, se rencontrent, etc. C'est-à-dire, si l'individu n'est pas dans l'espace-temps de l'entreprise, c'est la panique totale.
Merci d'être venu sur le plateau. Malheureusement, le temps a filé à toute allure. Vous reviendrez Avec dans grand notre débat, plaisir. dans notre émission, parce que l'anthropologie est toujours un élément intéressant. Vous êtes le pas de côté dans nos sujets parfois très sérieux. Merci Marie Rébérol, vous êtes anthropologue et fondatrice de Carré Pluriel. C'est la suite de Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous. Travaillez demain à la rencontre d'un autre invité. Vous allez voir, on ne va pas être totalement dépaysé. Travailler demain, on n'est pas dépaysé. Il y avait une anthropologue il y a quelques instants qui a fait le pas de côté, qui regarde l'entreprise. Vincent Tarot est fondateur de Kipling. Kipling. Pas Kipling. Non, C'est pas loin, vous avez retiré le G. c'est ça, exactement. Mais vous y avez pensé à Kipling? Ouais, on parle d'aventure. C'est ça, il y a du Kipling dans Kipling. Voilà, exactement. Vous êtes éditeur et fondateur de cette société, éditeur de jeux numériques en santé. Ouais. Vous êtes en province, c'est intéressant. Vous n'êtes pas une entreprise des start-up de la petite couronne parisienne. Vous êtes à Nantes. Exactement. L'idée, c'est quoi? C'est de créer, développer, grâce à des jeux, pourquoi améliorer notre qualité de vie au travail? C'est ça l'idée? Ouais, exactement. C'est ludique? Exactement. L'idée, c'est d'utiliser le jeu pour changer nos comportements. On sait tous qu'il faut être plus actif, qu'il faut mieux manger, mieux dormir. 5 fruits et etc. légumes, faites du Exactement. sport. Ouais. Voilà. Nous, chez Kipling, on a pris le parti de créer des jeux. On est un éditeur de jeux. Des jeux de santé, puisque ce sont des jeux qui se jouent de manière digitale avec votre téléphone. Mais au lieu de lancer des dés, il faut être actif. Vous êtes actif avec votre téléphone, chaque pas, chaque coup de pédale, chaque fois que vous allez à la piscine, que vous êtes actif, que vous faites vos courses, vous jouez. Et avec ces points que vous gagnez via votre activité, vous avancez dans le jeu. Je vais aller voir. Alors, c'est-à-dire que je vais à la piscine, mais mon téléphone, je ne le mets pas dans mon maillot de bain. Non, là, c'est avec une montre connectée. D'accord, non, parce qu'il faut être. On est d'accord. Vous me faites peur, parce qu'il y a des smartphones qui vont couler là. Non. Donc, c'est-à-dire que l'objet connecté avec lequel on est, notre smartphone ou notre montre, Exactement. nous accompagne dans nos activités. Alors, on gagne quoi? Il y a quelque chose à gagner Non, le plaisir de jouer avec d'autres personnes. Ce sont toujours des jeux qui se jouent en équipe. On intervient dans deux univers, celui de l'entreprise. Il faut faire jouer, donc des collègues jouent ensemble. On intervient aussi dans le champ de la santé. On accompagne des patients dans leur thérapie et on fait jouer des patients ensemble. L'idée est toujours la même, rendre les gens plus actifs pour leur bien-être, leur qualité de vie. Vous êtes une entreprise, donc vous allez démarcher des clients. Oui. Vous allez voir qui concrètement? Quels sont ceux qui aujourd'hui vous disent j'achète parce que ça, c'est vraiment utile? Alors, on a effectivement ce que je viens de dire, deux univers, celui de l'entreprise. Les entreprises qui viennent vers nous, entre autres, sont plutôt des grands comptes, des gens qui veulent proposer, des entreprises qui veulent proposer à leurs collaborateurs un moyen pour être plus actifs. Nous, on s'adresse pas aux sportifs, on n'est pas une salle de sport. On va chercher les plus sédentaires, les moins actifs d'entre nous, mais qui pour autant peuvent l'être, mais sur des trajets pour aller au travail, pour aller chercher vos enfants, etc. Là, ça veut dire que la personne qui emmène ses enfants le matin à l'école ou à la crèche se connecte sur Kipling. Le téléphone, Là. votre téléphone suit votre activité. Non, mais je vais aller voir, Ouais. parce que ça m'intéresse. Et donc, on va lui dire, voilà, sur les 400 mètres où vous avez marché avec votre fille, vous avez cramé 35 calories. Alors, on ne parle pas de calories, on va parler de points, on est dans le jeu. Mais vous avez gagné X points. Avec ces points, vous allez résoudre une enquête, avancer dans Derrière, une on aventure. tire une petite bobine. Voilà, exactement. Et vous allez le faire en lien avec vos collègues. Vous envoyez des messages. Pour résoudre des enquêtes, vous allez collecter des indices. Ces indices, vous allez les résoudre ensemble, de manière numérique. Aujourd'hui aussi, dans un contexte de travail où les gens sont en télétravail, vous en parliez. Souvent le téléphone, d'ailleurs. Voilà, exactement. La sédentarité est accrue, mais donc on permet de motiver les gens à plus d'activités et le faire toujours en lien et de manière collective. Donc, vous avez l'entreprise, on l'a entendu, c'est-à-dire que c'est un outil intéressant pour ceux qui ne sont pas en train de faire des jogging entre midi et 2. Ouais. Puis vous avez aussi quoi, le corps médical qui s'intéresse à vos Exactement. Aujourd'hui, les malades chroniques, ce qui représente à peu près 20 millions de personnes en France, ont dans leur thérapie besoin d'être plus actifs, d'être plus en activité. Et là aussi, le médecin, il avait beau dire à son patient, soyez plus actif. Il ne l'était pas forcément. Et quand on parle d'être plus actif, c'est pas de devenir un marathonien, comme vous le disiez, c'est mettre 15 à 30 minutes d'activité en plus. Douce. Voilà, douce. Et donc, les patients sont des gens comme les autres, ils aiment jouer. Et donc, on fait des essais cliniques, etc. Mais on a montré que le jeu était un très bon levier. C'est ce que je vais vous demander. Voilà. Ça permet en fait de réactiver finalement à travers le jeu des choses qu'on ne ferait pas si on nous l'imposait. Tout C'est à ça fait. Le jeu aujourd'hui, on mesure qu'on fait sortir du seuil de sédentarité, qui est le seuil en deçà duquel votre inactivité vous est néfaste. On fait sortir plus de 60% de nos utilisateurs de ce seuil-là, juste en les faisant jouer. Et c'est eux qui changent de comportement. Tout à l'heure, c'était intéressant d'avoir le profil de ceux qui viennent sur ce plateau. On avait une anthropologue qui venait du monde
de l'entreprise. On aurait pu penser qu'elle avait d'abord été anthropologue. C'est quoi votre parcours pour arriver à développer un jeu en direction de la santé et du bien-être? Alors, le lien que vous allez le faire, parce que moi aussi j'ai fait des sciences humaines, voilà. Et donc je viens du monde des ressources humaines. Après Kipling, on a différentes compétences, on a des game designers, on a des gens qui viennent de la santé, on a des chercheurs, on a des développeurs. Voilà, donc c'est une équipe qui est basée à Nantes et qui... Mais comment vous réussissez à réunir ces personnes autour d'une table en disant tiens, on va créer un jeu? Il y a quand même un moment donné où il se passe quelque chose dans votre tête. C'est ultra motivant de lutter contre l'inactivité, ça a beaucoup de sens. On le fait avec une manière qui est inclusive, ludique. On crée beaucoup de bonne humeur avec le quotidien. On a des relations avec nos clients qui sont plutôt sympas, avec nos utilisateurs aussi. Donc tout ça est fort de sens. Vous êtes comme les grands jeux internationaux, je pense à Fortnite, tous les mois, il faut proposer à ses usagers de varier un peu les plaisirs, non, parce que sinon, au bout d'un mois, on a fait le tour, non? Exactement, donc ça fait partie de notre job au quotidien, de créer des nouveaux jeux, de les tester, de les améliorer. Donc nos utilisateurs jouent avec notre solution entre 3 et 6 mois. L'objectif, c'est pas du tout de les garder captifs dans notre solution, c'est d'induire un changement de comportement, et après, ils sont autonomes. Une fois que vous êtes devenu plus actif, que vous l'avez ancré tous les jours, voilà, libre à vous. J'imagine que là, vous allez faire des tableaux de bord, des analyses, des indicateurs pour dire à votre client, voilà, on a pris ce panel de 50 salariés de votre boîte. On peut savoir ce qu'ils ont gagné finalement, ou c'est un peu subjectif, c'est impossible à savoir? Non, on le suit très précisément. Toute notre solution traite la donnée, la data en tant que donnée de santé. Donc on analyse le comportement des gens, aussi bien le changement de leurs conditions physiques, mais aussi leur relation aux autres. Donc tout ça jusque-là, tout à fait. Ça c'est quantifié, ça peut être géré par les data. Tout à fait. La relation aux autres est un levier très fort pour changer de comportement. Donc ça, vous amenez à votre client l'idée que ce collaborateur, alors vous n'allez pas jusqu'à... Non, je ne pas jusqu'à la personne. Mais sur le global. Voilà, sur le global, Mais exactement. donc on peut savoir qu'il y a eu une perte de poids, qu'il y a eu... Alors non, nous c'est vraiment sur que l'ensemble, combien de collaborateurs ont quitté le seuil de sédentarité, comment ils ont évolué, à quel niveau ils ont été engagés dans la démarche, etc. etc. C'est passionnant. Vincent Tarot, merci d'être venu sur le plateau, invité par Welcome to the Jungle, je le rappelle. Vous êtes un invité Welcome, éditeur de jeux numériques en santé, basé à Nantes. Tout à fait. Kipling, K-I-P-L-I-N, pour ceux qui voudraient... Je peux y aller moi-même sans passer par... Je peux aller jeter un œil et me connecter. Donc c'est gratuit pour moi si j'y vais? Alors c'est gratuit pour l'utilisateur. La solution est toujours financée par son employeur, son établissement de santé, son hôpital. Donc il faut que je demande à mon employeur de pouvoir m'amuser avec votre jeu éducatif. Merci d'être venu sur le plateau, Vincent Tarot, pour cette rubrique Travailler demain. Tout de suite, c'est le cercle RH. Après, évidemment, une courte pause. On va s'intéresser à l'industrie. Alors, c'est du lourd. Est-ce qu'on peut relocaliser notre industrie? Peut-être, puisqu'on a un haut commissaire au plan qui est arrivé depuis ce matin. Et puis, on a un président de la République qui, la semaine dernière, disait qu'il fallait relocaliser notamment les principes actifs de nos médicaments. C'est possible ou pas? On en parle dans quelques secondes. Restez avec nous. Le cercle RH, qui est notre débat quotidien, très heureux de vous retrouver. Vous êtes évidemment dans Smart Job. Faut-il relocaliser l'industrie française? Alors ça, c'est le serpent de mer. Moi qui fais des débats, j'en parle depuis presque un quart de siècle. Est-ce que c'est possible? On va en parler. Il y a eu évidemment des phrases malheureuses, on en parlera, celle de Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout, à l'époque de Michelin. Il y a eu Alstom avec Arnaud Montebourg. Et puis l'actualité nous rattrape parce qu'il y a le plan de relance. Il y a le haut-commissaire qui va être nommé et qui va devoir faire une stratégie. J'imagine qu'on parlera beaucoup d'industrie avec lui. Et un président de la République qui dit on peut relocaliser, c'est possible. Il était dans une industrie pharmaceutique la semaine dernière. Il y a 15 milliards sur le plan de relance et il dit mais c'est possible, on doit le faire. Est-ce que c'est possible? C'est assez compliqué ce sujet, parce qu'il y a 23 ans, Lionel Jospin disait l'État ne peut pas tout. On en parle avec mes invités. Christine Duroux est à mes côtés. Merci d'être là. Associée senior chez Kea Partners et vous êtes vice-présidente de l'association d'entreprises et progrès, les EDC, les entrepreneurs chrétiens. Merci d'être avec nous. À vos côtés, et face à vous, Anaïs Volguilis, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie de l'Institut français de géopolitique et consultante. C'est June Partners. Vous voyez, j'ai mis des S à chaque fois à Partners. J'ai pas oublié. Merci. Vous avez écrit des papiers assez instructifs sur la manière dont l'industrie doit se réinventer si elle veut se relocaliser. Stéphane Bobo, merci d'être avec nous. Vous êtes CEO
CE Innov 8. Vous êtes leader de la distribution 2.0 des produits et des services connectés. Alors vous avez une histoire assez incroyable dans votre parcours personnel. Vous travaillez sur les smartphones, les accessoires, les objets connectés. C'est un sujet important parce qu'on nous dit qu'à chaque fois qu'on a ces objets, ça vient de Chine, que c'est pas possible de le faire en France. C'est un sujet. Juste un petit peu de politique, un peu de géopolitique. Vous avez vu, c'est intéressant. Il y a 23 ans, Lionel Jospin disait sur un plateau de télé, bah non, l'État ne peut pas tout. C'était à l'époque où Michelin allait se séparer de plus de 1500 collaborateurs. Le débat était sur la table. 23 ans plus tard, on a un président de la République qui dit « Moi, j'y crois, je mets 15 milliards sur la table. » Et je mets même un haut commissaire au plan. Je vous vois sourire. On est dans de la communication politique un peu déconnectée du débat qu'on aura. Ou est-ce qu'on est au cœur du sujet ? Souveraineté ou mondialisation ? Alors, moi, il y a 23 ans, j'ai commencé à travailler, ce qui révèle mon âge, mais qui On ne le aussi, dira pas. mais qui aussi révèle quand même le fait qu'aujourd'hui, la question, il n'y a pas de vrai ou de faux. Il y a eu, la mondialisation a amené plein de belles choses. Elle a amené de l'innovation, elle a amené de l'ouverture. L'économie des années 70-80 était très française, était-elle pour autant dynamique et innovante ? On ne sait pas. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a un truc structurel. On en parle depuis longtemps. C'est quoi une économie souhaitable ? Moi, je suis dans un cabinet qui travaille sur les notions d'économie souhaitable. Qu'est-ce que c'est ? Les souhaitables, ça veut dire prendre en compte d'autres impacts que le coût. Ça, c'est la première chose. Et puis, conjoncturellement, le fait que ça a révélé aussi des fragilités. Et ça, je pense que Naïs va en parler, des fragilités extrêmes de notre système productif quand on est trop lean, quand on est trop agile, finalement. Vous ne voulez pas répondre à ma question sur l'enjeu du politique dans l'économie, parce que beaucoup de gens du monde de l'économie disent mais attendez, mais le politique, non, c'est nous qui gérons, c'est nous qui on délocalise, on ferme une entreprise. Enfin, on voyait récemment encore les images de Vilvoorde dans un documentaire consacré à Carlos Ghosn, c'était sur Arte avant-hier. On voyait ces salariés qui cassaient des portes, ils allaient perdre leur job, ils faisaient des voitures en Belgique. Et on leur disait, ben non, ça ne sera plus en Belgique, ça sera ailleurs. Ça, c'est très dur pour les salariés. Et en même temps, l'entreprise, elle dit, moi, j'ai une logique d'entreprise. Je dois réduire mes coûts, je dois gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en effet, la phrase de Lionel Jospin, qui est extrêmement violente, elle n'est pas totalement fausse. L'État ne peut pas tout, surtout dans une économie mondialisée comme la nôtre. L'État peut décider de pousser à certaines relocalisations jugées stratégiques pour des questions de souveraineté, où on pourrait envisager d'autres sujets comme des questions environnementales. Néanmoins, le véritable enjeu de la relocalisation, c'est la capacité des entreprises industrielles françaises à se transformer et à assurer la compétitivité. L'État peut travailler sur la compétitivité avec de la fiscalité, avec peut-être des sujets de formation. Mais le vrai sujet, c'est est-ce que les entreprises françaises sont capables de créer les conditions et de créer des produits qui vont répondre à des attentes de marché. Là, on est au cœur du sujet, là. C'est très concret. Et le dernier sujet sur lequel l'État peut aussi intervenir, mais qui relève aussi des entreprises, c'est OK, on relocalise, mais est-ce qu'on a le marché ? Est-ce qu'on a la demande pour les produits français ? Et ça, c'est le véritable enjeu. Vous pouvez relocaliser, remettre des entreprises en France. Si personne ne veut acheter vos produits, ce sera juste de l'argent public perdu. Précisons que la crise qui nous attend, un plan de relance qui est annoncé ce matin, c'est 100 milliards, dont 15 milliards pour les relocalisations. C'est un plan sur l'offre. Il y a un débat de la demande, c'est-à-dire que, et vous l'évoquez d'ailleurs, beaucoup l'évoquent, c'est il faut que les consommateurs français retournent consommer, n'épargnent pas. Vous je dirais, qui êtes les mains dans la tête dans le guidon, vous n'êtes pas un expert, vous êtes un chef d'entreprise, vous réfléchissez à ces questions. Il y a un espace pour l'industrie en France, l'industrie, où est-ce qu'il faut assumer le fait que la compétitivité coût est bien meilleure ailleurs et qu'on n'a pas les armes pour lutter ? Écoutez, moi, ça fait plus de 20 ans que j'entreprends et ça fait plus de 20 ans que je parcours le monde pour fabriquer plus et moins cher dans mon secteur d'activité. Parce que dans les nouvelles technologies... Ça, c'est pas à la mode en ce moment, je vous le dis. Tout à fait, mais c'était la réalité il y a 20 ans. Donc, moi, ça fait plus de 20 ans que je voyage, que j'ai installé des équipes en Asie pour produire plus et moins cher parce que on a été pris dans ce tourbillon de la mondialisation, de la compétitivité, de la productivité. Je dirais que ça fait un peu plus de 2 ans et ça a démarré d'abord par une prise de conscience écologique. C'est qu'on se rend compte d'abord qu'on est arrivé à une limite du système. Lorsqu'on voit, je dirais, cette mobilisation qu'il y a des nouvelles générations, d'abord, je trouve qu'il a été très important lors des manifestations de la COP21, cette volonté, en fait, de voir du changement sur la manière de consommer. En tant qu'entrepreneur... Ça impacte l'entreprise, ça.
Exactement. En tant qu'entrepreneur, on se doit d'être sensible justement à la demande, à l'écoute du consommateur, à l'écoute des Le clients. citoyen consommateur a pris sa Exactement. place là. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de consommateur, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, le consommateur a un rôle. Oui, mais d'accord, mais est-ce que De ça a changé choisir. vous, depuis 20 ans, vous faites le tour du monde, vous dites, tiens, je vais en Chine, je vais au Vietnam, je vais au Sri Lanka. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, bah non, je ne peux plus faire ça parce qu'il faut que je pense mon business différemment? Eh ben, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des entrepreneurs, des dirigeants de nos entreprises, de prendre conscience de ça et ensuite d'instaurer le changement. Et nous, on a pris ce virage donc il y a près de 2 ans, de décider de transformer nos métiers. Et donc dans l'accessoire de téléphone, sur lequel on est concepteur, développeur, fabricant et distributeur de ces produits, on s'est dit il faut qu'on change la manière de concevoir nos produits de manière éco-responsable. Alors, au début, dans un premier temps, en repensant la chaîne de valeur, comment on crée les produits, Oui. comment on les... Le sourcing, on va y venir. On parle d'éco-conception. Pourquoi? Parce qu'on se préoccupe maintenant, dès la conception, de la recyclabilité, de la fin de vie de ces produits. Ouais. Donc, on a introduit des nouveaux matériaux, des matériaux biodégradables dans les coques de téléphone, justement, parce qu'on se dit, après leur usage, ils peuvent se dégrader naturellement. C'est une partie. On travaille sur des matériaux 100% recyclés, en utilisant d'anciens plastiques, plutôt que d'en fabriquer des nouveaux. Et puis, l'étape d'après, qui est venue assez naturellement pour nous, juste avant la crise sanitaire en fait, et qui a accéléré le mouvement, qui est de dire mais est-ce qu'on peut relocaliser ces activités en France? Et vous l'avez fait? Et on l'a fait. Vous êtes où? Donc là, on est à 25 km de Paris. Donc moi, avant, je partais à 9500 km à Shenzhen. Et aujourd'hui, je prends ma voiture et je vais à 25 km pour aller voir nos partenaires industriels. Je vous cite Anaïs Voigt, juste pour prendre... D'abord, vous êtes vertueux, parce que vous nous dites sur ce plateau, voilà, pendant 20 ans, j'ai fait le tour du monde, j'ai pris l'avion, j'ai cramé du kérosène. Ça, c'est pas très à la mode non plus depuis quelques mois. Vous dites 40 ans de désindustrialisation ont produit un affaiblissement du tissu productif national, si bien que pour un certain nombre de composants, il est possible qu'un sourcing national, voire européen, soit impossible. En un mot, on a tellement dégradé notre industrie qu'aujourd'hui, on n'a même plus, j'allais dire, les humains pour souder les bateaux et la matière première à portée de main. C'est un vrai sujet, ça. Ouais, avant la crise, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait un certain nombre d'industriels qui peinaient à recruter sur des métiers historiques de l'industrie, par exemple des sujets de soudeur. Oui. Et on a aussi vu d'autres personnes, notamment dans les métiers du textile, qui essayaient de recréer toute une filière en France et qui avaient aussi des difficultés à trouver ces compétences. Pourquoi? Parce que faute de demande, on a arrêté de former les gens pour ces métiers, et maintenant qu'on veut les faire revenir en France, on se rend compte que c'est très compliqué et que donc on a un gap énorme à combler si on veut pouvoir faire recréer toutes ces filières en France. Le président était dans une usine, Christine Duroux, une usine de médicaments de principes actifs. Alors c'est pas n'importe quoi le choix de cette entreprise parce qu'elle est soutenue par Oraseo, qui était. Ben oui, il n'est pas allé dans une entreprise, j'allais dire étrangère, même si elle a des capitaux étrangers. Elle est soutenue par la France. Et il dit, il est utile, nécessaire pour notre souveraineté d'avoir des principes actifs liés à la crise Covid qui soient en France. Là aussi, vous dites, c'est quand même un changement de paradigme, même de discours. Avant, c'était, on va aller le faire en Chine parce que c'est moins cher, parce que c'est plus pratique. Là, il y a un président français qui dit, non, on va essayer de le refaire en France. C'est effectivement un gros changement, en sachant que là, pour le coup, le cas de la pharma montre bien que les enjeux de responsabilité, de transformation responsable, d'impact sont quand même différents, très différents selon les industries. Dans le mot industrie, il y a quand même des réalités différentes. Je reprenais sur l'exemple des téléphones. Ce qui est sûr aujourd'hui, je crois qu'il y a plein de sondages. Le dernier chiffre, c'est 75 à 80%. On a fait une étude en textile. Il y a 75 à 80% des personnes aujourd'hui qui se déclarent prêtes à payer plus pour du made in France ou made in Europe. Dans le cas de textile, en tout cas made in Europe. Donc ça, pour le coup, c'est... Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est récent. Est-ce que la crise, pour le coup, actuelle, accélérera ça? Ça, c'est une bonne chose, parce que ça permet effectivement derrière d'avoir tout un système, à commencer par la distribution. Patriotisme européen, pour ne pas dire français. Voilà, mais ça permet effectivement de pousser un système qui va peut-être trouver... Anaïs, non, vous êtes d'accord, pas d'accord? Je vais la laisser finir avant de rebondir. Christine, terminez. Non, je partais de bien. Ça peut être l'exemple, par exemple, un chiffre vertueux, qu'on n'y croit pas. Ça peut être un chiffre vertueux qui montre qu'effectivement, on peut derrière entraîner... Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, et donc un marché, qui revient à l'idée qu'il y a un marché. Alors, en fait, c'est pas que je n'y crois pas, c'est que j'y mets énormément de nuances. Ça fait plusieurs années qu'on voit que les tendances en faveur de la consommation pour des produits
Made in France, et notamment dans tout ce qui est biens de grande consommation, textile, enfin l'habillement, augmente. Mais il y a quand même encore un fossé énorme entre les désirs d'achat et les actes de consommation, et qui sont liés notamment à des questions de pouvoir d'achat, parce que on est quand même dans une situation où là tout le monde va contracter au maximum ses achats. On voit bien que la demande repart pas aussi vite, la consommation repart pas aussi vite qu'espéré. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est très illustratif, c'est les masques. Plus de masques en France, tout le monde dit il faut reproduire des masques en France, tout le monde se met à produire des masques en France, tout le monde va acheter des masques en Chine. Donc ça prouve bien le paradoxe. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher ? Parce que c'est moins cher, parce qu'on finalement il y avait un chercheur, Olivier Boubalga, qui commençait un de ses livres, il est de l'université de Poitiers, en disant voilà, une personne a le choix entre deux clés pour réparer son robinet qui fuit. Il n'est pas grand mécanicien, il change son robinet de temps en temps, enfin il fait des travaux de temps en temps, il a le choix entre une clé chinoise à 2 €, une clé française à 4 €. Et bien comme il ne s'en sert pas souvent, il va prendre une clé à 2 €. Et en fait tout cela pose, et après je laisse la parole aux autres. C'est l'utilisation et c'est... Non, bien sûr, c'est l'usage. C'est l'usage qu'on fait du produit, et donc si on va plus loin, ça va être une révolution de l'usage et repenser totalement les modes de consommation. On est entré dans la révolution de l'usage sur plein de produits. Et ça pose des questions en termes d'emploi d'une ampleur inédite, parce que si on se met à louer des produits et plus à les acheter, on va en produire beaucoup moins. Et donc les volumes et les sites vont être repensés. Je vous ai lu, Anaïs, il y a quand même l'idée qu'aujourd'hui, pour créer de la valeur, retrouver de la valeur, c'est recréer des services adossés aux produits, c'est-à-dire mettre du service dans le produit, c'est-à-dire que, voilà, pour essayer de trouver de la valeur. Vous avez muté. Vous êtes à 25 km de Paris, donc vous n'avez pas fait les 9000 km pour nous rejoindre, mais 25, et on vous remercie. Vous y retrouvez, vous, sur le plan de votre business, pour être concret ? Écoutez, moi, je pense que... Est-ce que vous retrouvez vos marges ? Écoutez, on a retravaillé tout notre modèle économique. Il a fallu repenser notre manière de travailler, de concevoir nos produits, d'industrialiser, de regarder finalement quels étaient les vrais avantages à relocaliser. Oui, c'est ça. Et on sait très bien que sur la partie coût, c'est un challenge, mais ça apporte énormément de flexibilité. Le fait de produire localement, on est beaucoup plus réactif. On peut travailler sur des petites séries plus facilement. Alors que souvent avec l'Asie, on doit lancer des grandes commandes. Et un sourcing plus pratique. Nos transports, c'est extrêmement lourd. Et les volumes financiers sont plus lourds. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on a remis en place, on est arrivé à atteindre des prix de vente publique qui sont très proches des prix chinois. Très proches. Et là-dessus, je peux vous dire que lorsqu'on a présenté cette initiative, tous les grands donneurs d'ordre dans notre marché, dont Orange, qui est le principal opérateur, a basculé sur cette offre et à partir de septembre, a décidé de choisir les nouvelles coques Made in France pour remplacer leurs anciennes coques chinoises. Celles qu'on trouvera dans tous les magasins Orange. Lorsqu'on achète un téléphone, on y met une coque en général. Et ça c'est français. Et donc les vendeurs ont l'obligation, j'imagine, d'expliquer que ces coques-là sont faites en France. Exactement. C'est important de le dire aux consommateurs. En fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à quelques années où on parle de relocalisation, et ainsi de suite, on n'a jamais eu une dynamique à tous les niveaux de la chaîne. Là, il y a une prise de conscience. Moi, je rencontre des entreprises, des usines qui ont la volonté de se dire, OK, on est prêt à réinvestir à vos côtés. On veut retrouver du travail en local. On a des acteurs comme nous qui ont des velléités de se dire, on veut produire français. Donc, on met les moyens, on y va. Et on a des clients, des distributeurs, des enseignes, je parlais d'Orange, mais Fnac Darty également, d'autres clients nous rejoignent qui veulent s'engager sur et qui disent OK, on est prêt à soutenir la démarche et arriver à faire des efforts aussi sur les marges de chacun pour que le consommateur ait un prix de vente public qui soit acceptable. Mettons les pieds dans le plat. On parlait de l'écologie, on a vu que les capteurs, enfin en tout cas les composants et les panneaux photovoltaïques à l'époque où le solaire se développait a été capté par la Chine. On a perdu beaucoup de choses comme ça. Je pense à la France et je pense même à l'Europe. Comment on fait pour reconquérir ces marchés ? Est-ce que c'est un débat de fiscalité, c'est un débat politique où je dirais les acteurs politiques doivent dire on baisse la fiscalité, on baisse le coût, les charges, parce que c'est un débat qui revient régulièrement, ou est-ce que le problème est ailleurs ? Parce que la question va se poser sur plein d'autres sujets. On parle de la voiture hydrogène, on parle de la pile ion sodium qui est en train de se développer, c'est plus le lithium. Est-ce que c'est de nouveau cette industrie-là va basculer vers la Chine ou est-ce qu'on est capable de la retenir ? Après,
C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, c'est forcément pas simple. Moi, je travaille avec les entreprises, donc mon point de vue, il est très interne. Oui, vous dites quoi ? La question dans les entreprises, c'est la question de... En fait, ce n'est pas uniquement une question de production, c'est aussi une question de direction d'achat, c'est une question de direction financière, c'est une question de vision des dirigeants, c'est une question de envie des actionnaires. Et c'est vrai que si on n'a pas, à un moment donné, dans toutes ces entreprises-là, un peu un examen de conscience 360 que l'État peut aider à avoir aussi. Hein, oui, je redis, oui. Pour le coup, ça ne changera pas. Donc la question, c'est est-ce qu'on cherche la performance à tout prix ? Est-ce qu'on cherche l'impact global ? Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience chez vos actionnaires, chez vos clients qui vous disent « Ok, j'ai de la performance, mais je veux aussi trouver une forme de vertu dans mon action ». Est-ce qu'il y a de ça ou en fait, on est quand même beaucoup dans du discours ? Moi, je crois que oui. Oui, ça bouge. Puis d'ailleurs, on bouge pour ça chez Entreprise. C'est ça votre job finalement, C'est mon job. de les faire avancer et réfléchir. Absolument. Est-ce que vous êtes aussi optimiste, Anaïs ? Est-ce qu'il y a de l'optimisme ? Est-ce que vous dites, on est parti, alors qu'on évoquait les panneaux solaires, il y a plein d'autres secteurs, même l'automobile. On voit comment Renault était un mastodonte et comment aujourd'hui, c'est une entreprise qui fabrique ailleurs. Je suis de nature optimiste. Moi, j'ai commencé à travailler et avec June, on a commencé à travailler sur les sujets de réindustrialisation en 2014. À l'époque, on n'était quand même pas beaucoup à parler de réindustrialisation. Donc, on est forcément optimiste. Vous y croyez à ça ? On y croit. Maintenant, l'optimisme n'empêche pas la lucidité. C'est-à-dire que, pour revenir aux questions de fiscalité, oui, il y a forcément un choc de fiscalité à avoir. Alors, je ne parle pas forcément de réduire la fiscalité, je parle de la rendre intelligible pour tout le monde et juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend rien à l'imposition et on est quand même dans une situation, on est dans un pays où plus personne ne veut payer d'impôts parce que tout le monde le trouve injuste. Donc, ça devient vraiment problématique. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Sur le coût du travail, d'un point de vue concret, donc ? Oui, peut-être aussi sur le coût du travail, mais on a déjà fait beaucoup. Et après, je rejoins ce qui a été dit avant, c'est aussi aux entreprises de voir comment elles peuvent se transformer. Alors, il y a des questions de répartition de la valeur dont vous parliez, et puis il y a des questions de compétitivité en interne de l'entreprise. Et là, on vient sur les questions d'industrie du futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine, on les voit quand même encore un peu trop, à mon avis, comme un pays atelier. Ils ont des sites extrêmement modernes. Donc, nous, on a un effort... Et de l'innovation. Ils réfléchissent beaucoup. Hein. Et de l'innovation sur quelles seront les technologies de demain. D'ailleurs, ils nous ont doublé complètement sur le véhicule électrique, en voyant qu'ils ne pouvaient pas rattraper le retard sur le véhicule thermique. Tout à fait. Donc, il y a un examen à faire. Comment est-ce que chaque entreprise peut gagner des points de compétitivité en travaillant sur ses processus et en s'imprégnant des sujets, des technologies de l'industrie du futur. Et puis après, il y a des sujets de modèle économique, de positionnement, de valeur ajoutée, des questions environnementales. Qu'est-ce qui peut permettre à une entreprise française... Et des sujets régaliens, si je peux me permettre. Parce que le président Macron, là, dans ce laboratoire, dit tout le monde a vu que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Et il y a quand même un débat sur des sujets, je dirais, du régalien, les médicaments, les armes, j'allais même presque dire l'automobile, nos technologies. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas céder la technologie. Et on l'a fait. Oui, on l'a fait. Mais ça, là, c'est une question de stratégie. Et on en vient à une question de modèle de société. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment une industrie ? Quelle industrie ? Pourquoi ? Et donc, avoir une vision stratégique. Aujourd'hui, on a des politiques publiques. Nous n'avons plus de stratégie industrielle en France. Il est temps d'en réavoir une. C'est en tout cas dans le discours du président, cette volonté qui est affichée. Est-ce qu'elle sera suivie de fait ? Est-ce qu'il sera possible de le faire ? Moi, je n'ai pas répondu sur la question. Elle était un peu agaçante, ma question. Mais est-ce que, lorsque vous fabriquez en Chine, vous avez aujourd'hui, à 25 km de Paris, retrouvé des marges et une activité économique prospère? Oui. Aujourd'hui, on a un modèle économique qui est globalement, on arrive à être équivalent à ce que l'on fait en termes de structure de marge avec l'Asie. Simplement, on sait qu'on a quand même un surcoût qui est acceptable par tous les acteurs de la chaîne. C'est qu'on se rend compte qu'on a un écart de prix globalement sur le prix de vente publique de l'ordre de 10 à 15% aujourd'hui. On n'est pas au double du prix. Non. Donc ça, on a estimé qu'on était capable de faire du mass market, donc vraiment du volume. Et ce surcoût est absorbable par un consommateur. Si on lui dit c'est made in France, c'est de la qualité, c'est biodégradable, mais c'est que 15%, c'est jouable. Voilà. Au-delà, ça me semble compliqué. Oui, ou plus dur. C'est là où en fait on doit se battre tous ensemble dans la chaîne pour essayer de comprendre comment on arrive à avoir un modèle économique qui est viable pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, il faut que l'usine avec laquelle on travaille, elle vive. Je veux dire qu'on arrive à comprendre ces problématiques de coûts, d'investissement. Nous, on co-investit avec nos usines partenaires pour les aider. Parce que c'est un des sujets sur la réindustrialisation, c'est qu'on a énormément de retard. Je veux dire, pour travailler, connaître bien l'Asie et le tissu industriel en Asie, je veux dire, ils ont fait des investissements colossaux. Je veux dire, oui, c'est pas des vieux ateliers, c'est très moderne. On s'est arrêté d'investir. On a arrêté d'investir en France depuis des années dans l'outil. Donc aujourd'hui, il faut y aller progressivement et il faut qu'on arrive à avoir les volumes en face. C'est pour ça que l'accompagnement des enseignes de distribution est clé.
C'est-à-dire que c'est une volonté, pas seulement politique, hein, mais de dirigeants, d'enseignes, d'entreprises, de se décider d'accompagner ce mouvement pour recréer un volume d'affaires, de consommation qui permet de faire vivre cette chaîne. Et aujourd'hui, je vous dis, les enseignes, on a fait une tournée de toutes les grandes enseignes françaises, il y a une vraie volonté en France de soutenir cette démarche-là. Donc c'est important d'être soutenu et de porter votre action. Il reste 30 secondes, mais vous êtes optimiste ou pas, Christine Duroux? Parce qu'on vous sentait un peu entre les deux à travers les clients que vous accompagnez. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui, dans cette crise, un peu de quoi? D'hésitation, de s'engager comme ça fortement sur ce chemin? Non, je suis extrêmement optimiste. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient en germe et que finalement, on accélère. Ça peut accélérer. Oui, dans le sens positif. Vous l'évoquez d'ailleurs avec l'idée d'avoir des sourcings plus courts, moins de volume, vous l'évoquiez, et ce qui permet à l'industrie de pouvoir travailler en plus petite quantité. Donc c'est des ateliers plus petits, ce n'est pas les énormes industries des années 40-50 qu'on voyait chez Renault. Chacun de trouver sa solution C'est et ça. Surtout d'y croire parce qu'on peut le faire. L'industrie a donc de l'avenir, d'après mes invités. On va continuer à le faire parce qu'on se posera une autre question un jour ici. C'est la robotisation, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'homme disparaît pour faire des objets, qui est un autre sujet, Anaïs. Je sais que c'est un sujet que vous aimez bien, mais vous reviendrez nous en parler. Merci à vous. Merci Stéphane Bobo, CEO de Innov8. Made in France, 25 km de Paris. C'est des coques, c'est des objets connectés, c'est des smartphones. Quand vous irez acheter un téléphone, regardez bien. C'est sous la marque Innov8. Move It. Move It. J'ai déjà vu cette marque. Move It. Voilà. C'est Move It, voilà. C'est important, c'est fait en France. Merci à Christine Duroux, Kea Partners, et c'est pas à Paris, je vous taquine, vous l'aviez dit la fois dernière. Et puis merci Anaïs Voigilis, vous êtes docteur en géographie et vous travaillez chez June Partners. Merci de nous avoir suivis. Ces fenêtres sur l'emploi, tout de suite à la rencontre des femmes 25-35. Il faut les accompagner, elles cherchent un job, on va en parler. Fenêtre sur l'emploi, bonjour, merci d'être avec nous. J'en ai même, vous voyez, perdu mes feuilles. Votre structure que vous avez créée, rappelez-moi le nom, c'est... Le nom, c'est Girls Club. Girls Club. Parce que je suis allé sur votre site, alors c'est une boxeuse, alors on ne voit pas le visage, mais c'est une boxeuse. C'est quoi le message de Girls Club? C'est de permettre à des femmes de quoi? De 25-35, de jeunes femmes, de trouver leur place, d'être accompagnées, de prendre confiance en elles, c'est ça? C'est un bon résumé. Donc Girls Club, c'est pour les jeunes femmes et minorités de genre âgées entre 15 et 25 ans. Et l'objectif, en fait, c'est de les accompagner à se connaître davantage, à identifier leurs talents uniques, aussi leur mission de vie, vocation professionnelle. Et tout ça, en fait, a pour objectif de briser l'autocensure qui malheureusement règne davantage chez les femmes et les minorités de genre, et pour que justement puissent rêver plus grand et aller de l'avant et briser tout ce qui est les stéréotypes liés à son genre. Ce sont des jeunes filles issues des quartiers. Il y a quoi? Il y a une forme de stéréotype, de déterminisme. Elles ont une sorte de peur d'aller voir le recruteur. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, en fait, c'est que ce qu'il faut savoir, l'autocensure touche davantage les jeunes femmes et les minorités de genre. D'ailleurs, si vous me le permettez, je vais juste m'arrêter simplement sur le terme minorité de genre. Oui, parce que vous répétez beaucoup minorité de genre. Alors ça, justement, parce que les valeurs inclusives et diversité sont très importantes chez nous. Et le fait d'avoir que le terme jeune femme n'était pas inclusif du tout. Et minorité de genre englobe en fait les personnes non binaires, les hommes trans et les femmes trans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, malgré la transition physique-masculine, et le conditionnement de femmes reste. Donc ils ont également, et elles, ont besoin de cet accompagnement-là. Donc vous nous dites... Une personne qui a changé finalement de sexe, qui est passée d'une femme à un homme, a gardé une forme comme ça de déterminisme lié à ce que la femme subit lié à son genre, exactement. Mais ça, le subit à cause des systèmes mis actuels. Et je parle de l'éducation en général, d'ailleurs, pas que l'éducation dans la famille. Bien sûr. Mais l'éducation, ça passe aussi par l'environnement éducatif. Et il y a des études qui le prouvent, que des professeurs, justement, ont tendance à davantage interroger les garçons que les filles. Et on dit pourtant que les filles sont des meilleurs élèves que les garçons. Enfin, écoutez, il y a ce paradoxe-là, mais c'est vrai que c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a des prises de conscience à ce sujet-là, et par rapport aussi à l'éducation genrée des parents qui le font inconsciemment. Bien sûr. Mais tout ça reste, et c'est prouvé, du coup, avec tout ce qui se passe, notamment avec ce qu'on peut voir actuellement. Il y a des études qui montrent que 88% des jeunes filles en terminale, prennent les voies santé et sociale, contre 8%. Les métiers de femmes, quoi, de filles. Les métiers
catégorisés exactement, de féminin. Alors que du coup, quand on regarde plus loin, en effet, il n'y a que 10% ou 16% de femmes dans la tech. Donc tout ça, ça émane de l'éducation et ça, les études le prouvent. Vous allez nous dire en quelques mots, évidemment, le parcours que vous proposez aux personnes. C'est Girls Club. Girl Club, vous avez pensé à Fight Club, non, j'imagine? Est-ce que vous mettez non, alors non, je pense que l'image de Box, vous voyez, c'était un article qui est apparu, mais non, nous, c'est pas du tout... Non, il n'y a pas l'idée comme ça qu'on va au combat pour aller chercher un job aussi. Se projeter, se mettre en avant. De prendre la parole, prendre confiance. De prendre confiance et d'oser rêver grand, en fait. Parce qu'on peut. Alors, vous les prenez par la main, c'est quoi le programme que vous proposez? On a 3 programmes qu'on met en place et des événements. Donc, je vais vous les citer rapidement. Mais le premier programme, ça les aide justement, c'est un parcours de 4 jours qui les aide à identifier leurs talents. Parce que c'est quelque chose aussi dans les bancs de l'école de 0 à 18 ans. De façon générale, les jeunes, on ne se pose pas avec eux ou avec elles pour identifier leurs talents uniques. Et on en a tous. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est pour les aider à identifier tout ça. Deuxième parcours, c'est le Mentor Matching, qui est un programme de mentoring sur mesure et qui a pour but de sensibiliser à la mixité des métiers, surtout dans les domaines où il y a peu de femmes et aux minorités de genre qui sont représentées. Et enfin, on a un parcours qui s'appelle Stronger Together et qui a pour but, en fait, de connecter toutes les générations du monde et pour créer justement ces opportunités à l'international. C'est très intéressant. De s'ouvrir sur le monde. Plus loin, exactement. Vous avez ouvert, c'est important de le dire, votre association, parce que vous êtes une association, un crowdfunding, comme on dit, chez KissKissBankBank. Donc c'est intéressant, il faut aller donc sur le site si vous voulez. Il faut aller sur le site, tout à fait. Donc pour donner, c'est important. Oui, tout à fait. Et vous, votre parcours, rapidement, il reste 30 secondes, mais vous êtes toute jeune. Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à vous battre pour ces jeunes filles transgenres? J'ai 28 ans. C'est jeune? C'est jeune, tout à fait. Vous êtes d'accord? Par rapport à l'âge, c'est vrai que j'ai encore un peu de... Voilà, je trouve qu'on ne doit pas minimiser une personne par rapport à son âge. Mais oui, en effet, j'ai 28 ans, j'ai 10 ans de communication derrière. Et j'ai juste eu envie d'avoir un impact social plus intéressant, plus constant en fait, et ce stéréotype-là, je l'ai vécu. Donc c'est un vécu personnel et un constat généralisé. Bien sûr, j'entends bien. Et les jeunes filles qui poussent votre porte, ce sont des jeunes filles qui sortent de leurs études, qui hésitent à entrer dans une filière, en 2 mots? Alors en 2 mots, donc ce sont tous étudiants, lycéens, lycéennes, en décrochage scolaire, mais aussi ceux qui sont déjà actifs et actives, qui ont peut-être un doute et des questionnements, etc. sur leur parcours. Valérie Aguila, présidente de l'association Girls Club. Voilà, avec la passion et l'envie qui vous anime, parce que vous êtes punchy, comme on dit. Allez sur le site de KissKissBankBank pour les aider, parce que ça touche des jeunes filles, et pas que des jeunes filles, aussi les transgenres, tous ceux qui parfois sont sur le bord du chemin. Merci à vous, merci à mes invités d'être restés jusqu'au bout. Smart Job, c'est fini, mais on se retrouve demain, bien entendu. C'est le cercle des experts. Là, on fera un point, évidemment, sur le plan de relance de manière plus détaillée. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez sur tous les réseaux sociaux. Évidemment, on suit et on répond la plupart du temps. Merci à vous, merci à l'équipe, merci à Fanny Gressmer. Nous sommes très en retard. À demain.